Chère Thaï, chère communauté, on est aujourd'hui le 21 mars 2026. Joyeux équinoxe et joyeux printemps à tout le monde. C'est un bonheur de pouvoir partager ce moment particulier quand même de l'année, où l'hiver se transforme et on le voit, c'est en pleine transformation de printemps. De voir que c'est aussi des nouvelles opportunités pour voir qu'est-ce qui peut se printaniser à l'intérieur, qu'est-ce qui peut fleurir à l'intérieur de moi. Dans le bouddhisme, on parle d'avoir sa propre expérience des choses. Il y a un sutra très connu, les sutras c'est des textes du Bouddha, des choses qui se sont passées et qui ont été passées oralement puis à l'écrit. Et il y a un sutra qui s'appelle le sutra Kalama qui raconte un jour où il y a des jeunes qui sont venus voir le Bouddha et qui lui ont dit « Écoutez maître, nous on est complètement perdus ». Parce qu'on va voir le maître untel, il nous dit que la pratique c'est comme ceci, on va voir l'autre maître là-bas, il nous dit la pratique c'est comme cela, on va voir encore l'autre, il nous dit c'est encore autre chose. On ne sait plus quoi faire. Qui a la vérité, et comment savoir, et comment savoir quoi pratiquer. C'est quelque chose qu'on pourrait aller demander le Bouddha aujourd'hui aussi, de savoir. Une personne qui dit ça, l'autre personne qui dit autre chose. Et ils disent tous avoir la vérité en plus. Et le Bouddha leur a répondu peu importe si ce que vous entendez, ça vient de lignées, avec des années et des années et des années de lignées de maîtres spirituels. Peu importe si ce que vous lisez, même si ça a été écrit dans des livres religieux, de tradition ancienne aussi, si c'est des maîtres très renommés qui vous le disent, s'il y a beaucoup de gens qui le croient, s'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vrai, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous-même fassiez l'expérience de l'enseignement et que vous voyez que ça devient une vérité pour vous. Et ça, c'est très précieux, parce que on ne demande pas d'avoir une foi aveugle dans quelque chose. Il y a une pratique, il y a un chemin, encore, on va revenir au chemin. C'est moi qui vais marcher le chemin et c'est moi qui vais voir ce qui se passe quand je marche le chemin. Alors oui, bien sûr, il y a des balises. On peut utiliser des cartes, des GPS, tout ce qu'il faut pour essayer de ne pas se perdre. Il y a des gens qui ont marché le chemin avant nous, qui ont aussi aidé à mettre ces balises et ces cartes-là. Mais le chemin, c'est moi qui vais le marcher. Et puis il va être différent à chaque fois aussi. Parce que la nature change, parce que les sons changent, parce que moi je change. Est-ce que ça devient une vérité pour moi-même? Du coup, tout ce que je reçois, de ne pas le recevoir en me disant « Ah oui, ça vient de machin, machin, machin. Du coup, sûrement, c'est vrai. » Non, c'est comment est-ce que moi, je le mets en pratique et ça résonne comment dans ma vie à moi, avec mes joies à moi, avec mes souffrances à moi, avec ce que je traverse, moi, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? C'est important de se souvenir de ça. Je trouve que c'est une très belle chose que le Bouddha nous a passée, et qui, comme beaucoup de belles choses, sont relevant. Relevant, ça fait sens même aujourd'hui. Désolée s'il y a des mots en anglais qui viennent, avec plaisir si vous pouvez aider, c'est avec plaisir, et sinon on trouve autre chose. Je voulais revenir à ce dont on avait parlé hier et puis continuer un petit peu. Quand on parle,
Si je vous dis les 4 nobles vérités, ça vous dit quelque chose? Pour combien de personnes les 4 nobles vérités, ça dit quelque chose? C'est pas un test, hein, c'est juste pour moi, pour avoir une idée. Le 8 chemins octuples, à part ce que j'ai dit hier sur le 8 chemins octuples. Okay. Les 4 nobles vérités, c'est un petit peu la base de l'enseignement du Bouddha. C'est comme ça que le Bouddha a commencé à exprimer son éveil. Hein. Il est allé voir 5 de ses amis. Il a dit, les gars, j'ai trouvé un truc trop bien. Laissez-moi vous expliquer. Les 4 nobles vérités, hein, qui est la vérité de la souffrance, la vérité qui est un chemin qui nous amène vers la souffrance. On n'y va pas, la souffrance ne tombe pas juste dessus comme ça, il y a un chemin qui amène à la souffrance. Le bonheur est le chemin qui amène vers le bonheur ou le chemin qui amène vers la cessation de la souffrance. Thich Nhat Hanh, il aime bien l'enseigner, il dit que dans notre ère, c'est bien de commencer par le bonheur en fait, de mettre le bonheur en première vérité au lieu de la souffrance, et puis la souffrance seulement en troisième. Qu'on a tellement l'habitude et puis à se mettre dans la souffrance que juste de switcher un petit peu la chose. Le noble sentier octuple, c'est du coup la 4e vérité ou la 2e vérité selon Thich Nhat Hanh. C'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. D'où chemin octuple, c'est d'où ce chemin-là. Et le chemin qui amène à la souffrance, c'est la même chose, mais avec pas juste, non juste. Hein. En anglais, c'est right mindfulness, right concentration, right view. Et ce serait le wrong view. Hein. Si on n'a pas une vue juste, eh ben, ça va amener énormément de souffrance dans notre vie. Ça commence un petit peu avec cette vue-là qu'on a. On a parlé un petit peu de pleine conscience et de très légèrement hier. Je vous ai un petit peu dit les 7 miracles de la pleine conscience hier. Quand on s'arrête, hein, quand on écoute les cloches, vous avez peut-être remarqué, pour les personnes qui viennent pour la première fois, tout le monde s'arrête. On s'arrête. Quand il y a les 10 sons de la cloche, là, on s'arrête, physiquement. Je suis en train de marcher, il y a le son de la cloche, je m'arrête. C'est un peu bizarre. Au village des Pruniers, il y a 400-500 personnes qui s'arrêtent comme ça. On est en train de manger, on s'arrête de manger. Cet arrêt-là du physique, ça peut, et on vient porter notre attention sur le corps, sur la respiration. On ramène l'esprit dans le moment présent. Ça aide à pouvoir ramener notre esprit dans le moment présent. De pratiquer cette pleine conscience qu'on peut aussi pratiquer tout au long de la journée, hein, comme on le fait ici, mais il ne faut pas attendre d'être dans des conditions spéciales et particulières pour commencer à pratiquer la pleine conscience. On peut pratiquer la pleine conscience dès qu'on se brosse les dents le matin, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, que toutes les choses, il n'y a pas forcément un moment que j'ai besoin de me dire « ok, ça va être mon moment de pratique ». La pratique, ce n'est pas juste l'assise, ça peut être tout au long de la journée. Et qu'à ce moment-là, les tâches les plus banales, comme de nettoyer la maison, ça peut devenir un moment de pratique. Et du coup, un moment pour moi. Tous les trucs où moi, j'ai pas de temps pour moi. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ça. Et puis on attend jusqu'au jour où on n'a plus rien à faire, et là, ça sera enfin un moment pour moi. Maintenant, on a tout plein de moments qui sont pour nous, suivant comment est-ce que moi je les vis, suivant quelle attention est-ce que je mets à ces choses-là. Du coup, que la pleine conscience, comme on disait hier, c'est quelque chose qui est là, qui est inné à tout le monde. Hein, c'est une graine qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, et que avec la pratique de l'arrêt, avec la pratique de revenir dans les mains, de revenir si je nettoie la table, est-ce que je peux être juste dans mon mouvement de nettoyer la table, au lieu d'être dans mes pensées à ce qu'il faut faire et que je vais être en retard parce que je n'ai pas encore fait mon sac et qu'il fallait le faire avant, ou j'aurais dû le faire hier mais que je ne l'ai pas fait, c'est pas possible, mais c'est encore comme ça, mais ça n'arrête pas, j'arriverai jamais à être... Et puis toutes les idées, les pensées et toutes les histoires qu'on se raconte sur nous aussi et que ça en rajoute une couche, alors que là, il y a juste la table à nettoyer en fait. Et que ça pourrait être un moment très agréable de nettoyer la table, juste d'être dans le mouvement. Qu'on a une table, on a quelque chose qui nettoie les tables, c'est quand même pas mal.
Et on peut simplement revenir et prendre refuge encore. Moi, j'aime beaucoup le terme de prendre refuge, hein, parce qu'on a besoin de refuge. Encore une fois, c'est quelque chose qu'en Suisse, c'est particulièrement le refuge de montagne. Si on est fatigué et puis on arrive, quand on voit le refuge, là, après une grande marche, il y a quelque chose qui se détend déjà à l'intérieur. On sait qu'il va y avoir un petit feu, on sait qu'on va pouvoir se poser, se reposer. Comment est-ce que moi, je peux avoir ces petits moments de refuge, hein, que mon être peut être un refuge pour moi-même. Et que nettoyer la table, passer le balai, faire à manger, aller jusqu'à l'arrêt de bus, ça peut être mes petits moments de refuge, tout ça. Suivant comment j'y suis. Hein, suivant la présence à laquelle j'y mets. La pleine conscience. On dit pleine conscience juste parce qu'il y a des pleines consciences pas justes. Hein. Le wrong mindfulness, ça existe aussi. Ça existe aussi. Je parlais hier de comment c'était important de mettre la fameuse mindfulness. Hein. Pleine conscience, c'est le mot français pour mindfulness, qu'on a un petit peu à toutes les sauces là, à l'heure qu'il est. Et comment c'était important de le remettre dans ce sentier octuple, cette mindfulness-là. S'il y a des personnes qui enseignent la mindfulness, qui enseignent la pleine conscience, c'est très important ça. Parce que de voir, hein, maintenant la pleine conscience, ça peut être utilisé à l'école, parce que ça aide à la concentration, du coup ça fait que les élèves vont avoir de meilleures notes, c'est utilisé dans les business, parce que comme ça il y a moins de burn-out, comme ça les gens sont plus efficaces, du coup le business, ça monte aussi, c'est utilisé dans l'armée aux États-Unis aussi, dans le militaries. Hein? Alors pourquoi ? Pour mieux shooter ? Je ne sais pas. Enfin, après, voilà, on peut se poser la question aussi de à quoi est-ce que j'utilise cette fameuse pleine conscience, hein ? Et tout le côté éthique qui va avec aussi, qui est là dans les 8, si on a les 8. Si on prend juste la pleine conscience toute seule, il faut faire un petit peu attention de quoi on parle. Hein ? Il y a une fois quelqu'un qui posait la question comme ça, un enseignant du Dharma des États-Unis, qui posait la question à Thich Nhat Hanh, mais est-ce qu'on peut enseigner ? Nous, quand en tant qu'enseignant du Dharma, on nous demande d'enseigner à l'armée, est-ce que c'est éthique d'enseigner à l'armée ? Est-ce que c'est éthique ou pas ? La pleine conscience, du coup, elle ne vient pas toute seule. Elle amène une concentration sur les choses. Dans le bouddhisme, il y a plein de sortes de concentrations différentes qu'on peut amener dans nos méditations assises. Hein, quand Florent il nous a guidés ce matin, il nous a aidés à nous concentrer sur différentes choses à chaque fois. Sur les sons, il nous a aidés à nous concentrer sur le corps, sur la respiration, sur les arbres derrière. Dans le bouddhisme, il y a plein de concentrations qu'on peut utiliser, mais pas seulement dans l'assise, aussi dans la vie quotidienne. Hein, la concentration sur le non-but, c'est une concentration. Et bien souvent, on le veut, et puis on va méditer pour avoir un but. Hein. On pratique la pleine conscience parce que ça amène plus de concentration. Hein. Ça amène moins de burn-out. C'est mean to an end, non ? Il y a un moyen pour une fin. Mais ce n'est pas comme ça. La pleine conscience, ce n'est pas un moyen pour une fin. La pleine conscience, c'est un chemin. C'est un chemin. Ce n'est pas un moyen pour avoir quelque chose. Ça, c'est très important de se souvenir aussi. Je ne pratique pas pour quelque chose. Peut-être. Au début, on se dit, oui, je vais pratiquer pour être plus détendu, pour être moins stressé. Ce n'est pas un moyen pour un but. C'est juste un chemin de présence, de savoir ce qui se passe juste maintenant. Et peut-être que ce qui se passe juste maintenant, quand je suis en pleine conscience, c'est tout sauf le non-stress. C'est tout sauf le calme. Hein ? Et puis c'est OK. Hein ? C'est OK. C'est complètement OK. C'est en étant avec ça et en laissant ça avoir toute sa place qu'il y a autre chose qui peut se manifester aussi. Je voulais vous parler de 2 concentrations en particulier qu'on utilise.
qui est la concentration sur l'impermanence et la concentration sur le non-soi. C'est des notions, des idées, des mots qu'on peut entendre, l'impermanence et le non-soi. Au printemps, on peut bien voir ça, l'impermanence. Il y a l'hiver qui tranquillement laisse la place au printemps. Et puis le printemps, tout change sans arrêt. Chaque jour, ça change. Les feuilles deviennent de plus en plus grandes, les fleurs changent aussi, et les fleurs changent très vite. Les fleurs changent très très vite, en particulier les petites fleurs de prunier, les fleurs de cerisier, les fleurs un peu fragiles comme ça, autres que peut-être les jonquilles, les tulipes, ça dure un petit peu plus longtemps, mais il y a des fleurs qui durent extrêmement peu longtemps. Et là, c'est très clair de voir l'impermanence, non ? On voit de quoi on parle, du changement. Et puis c'est ok, en fait, l'impermanence des fleurs, on l'a intégrée, ça va, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pleurent à chaque fois que les fleurs de cerisier se fanent et donnent lieu à des feuilles et puis à des fruits. C'est une impermanence qui est intégrée et qui ne nous fait pas souffrir. Il y a des impermanences qui nous font plus souffrir, qui sont plus difficiles à intégrer. On vit notre vie en sachant que les saisons changent, en sachant que les fleurs qu'on est en train de voir aujourd'hui ne seront plus là demain. On le sait. On ne vit pas vraiment notre vie en ayant intégré profondément que demain, je ne sais pas moi si je serai là. Demain, je ne sais pas si les personnes que j'aime seront là encore. Peut-être intellectuellement, on le sait. Intellectuellement, on sait qu'on va mourir un jour, qu'on vieillit jour après jour, qu'on est malade, qu'on meurt. C'est des choses qui, intellectuellement, on le sait. Mais comment est-ce que je vis ma vie au jour le jour ? Est-ce que je le vis avec cette concentration-là ? Ça peut devenir une concentration. Et suivant nos expériences de vie, évidemment, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus clair. Que c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus partie de la vie quotidienne. Cette histoire de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et pour des périodes de temps dans nos vies, il y a des fois c'est aussi plus présent que d'autres. Que ce soit notre propre vieillesse, maladie et mort, ou la vieillesse, la maladie et la mort de personnes qu'on aime, suivant les périodes de vie, évidemment. Et dans notre société occidentale, on a de la peine avec l'impermanence. On a vraiment de la peine avec ça. Et on a de la peine à en faire quelque chose de vivant, de joyeux, de quelque chose qui... C'est la vie, l'impermanence. S'il n'y a pas l'impermanence, il n'y a pas la vie. Ce n'est pas quelque chose de déprimant, l'impermanence. S'il n'y avait pas l'impermanence, les enfants ne grandissent pas. Les systèmes politiques restent les mêmes. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'impermanence. Du coup, c'est quelque chose à célébrer. Mais aussi à pouvoir apprivoiser. À pouvoir apprivoiser. Parce que quand il y a quelque chose et quand il y a des gros chocs d'impermanence qui nous viennent au visage un petit peu dans nos vies, que ce soit une maladie, que ce soit la perte de quelqu'un, si moi je n'ai pas apprivoisé cette impermanence-là dans ma vie quotidienne, le choc émotionnel va être très très fort. Si dans ma vie quotidienne, j'ai pratiqué avec cette impermanence. À l'époque du Bouddha, les cimetières étaient un petit peu différents, et puis il y avait juste des corps
éventuellement ou pourrissaient dans les cimetières, ou alors en Inde, ils font aussi brûler les corps. Et les moines avaient l'habitude d'aller voir des corps qui se désintégraient ou les corps qui se faisaient brûler. Et c'était quelque chose de très sensuel dans le sens des sens. Hein. Tous les sens le prend, là, les odeurs, la vue, on s'en prend plein la figure. Hein. Ça devient quelque chose de très réel. Nous, on cache. Hein. Les crèmes anti-rides, les machins pour avoir un petit peu moins de... Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour dire « moi, je ne veux pas vieillir ». On a de la peine avec ça. On a de la peine. Avec la maladie. Avec la mort. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On cache énormément. Énormément. On ne prend plus le temps d'être avec, même d'être avec les morts. À une période, il n'y a pas si longtemps que ça, on était un petit peu plus avec nos morts encore. Ma mère, elle a travaillé en soins palliatifs, elle me disait, quelqu'un qui mourait, il y avait besoin d'un lit tout de suite, c'était directement à la morgue en bas. Hein. Tout de suite. Et puis ça arrange bien, parce qu'on ne veut pas trop voir. On ne veut pas trop voir. De pouvoir prendre conscience. Dans le bouddhisme, on a 5 remémorations qui... et le Bouddha a dit, c'est bien si vous les pratiquez tous les jours. C'est bien si on s'en souvient tous les jours. La première, c'est « Je suis de nature à vieillir. Je ne peux pas échapper à la vieillesse. » Je suis de nature à être malade et je ne peux pas échapper à la maladie. Et quand on pratique ça, on pratique en respirant. C'est très important de respirer. Parce que, wouhou, ça va partir dans tous les sens. Hein. On peut sentir des vagues d'émotions éventuellement qui viennent. Dire, ok, mais c'est ça qu'on veut. C'est de pouvoir aller voir qu'est-ce que ça me fait de me dire, je sais, c'est dans ma nature d'être malade. Je ne peux pas échapper à la maladie. Je ne peux pas. Personne. No matter how hard we try. Hein? Et de prendre le temps d'être avec les peurs qui viennent, d'être avec l'anxiété qui peut venir, de qu'est-ce que ça fait résonner en moi, ces choses-là. Dire, est-ce que je peux être à l'aise avec ces sentiments de peur, hein? Tranquillement apprivoiser mes peurs, en prenant refuge dans ma respiration. Je suis de nature à mourir. Je ne peux pas échapper à la mort. Personne non plus. Et peut-être que quand on le dit, si on le pratique tous les jours, peut-être qu'à différents jours, il y a différentes choses qui montent. Il y a des fois, il y a beaucoup de calme. Il y a beaucoup de tranquillité. Et il y a des fois, c'est tout en émotion. Toutes les choses et toutes les personnes que j'aime aujourd'hui sont de nature à changer. Je ne peux pas éviter d'en être séparée. On sait que toutes les personnes qui nous sont chères, il y en a qu'on a déjà perdues. Il y en a desquelles on est déjà séparés, des choses qu'on a déjà été séparés. C'est une réalité. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de morbide. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient pour arroser de la dépression à l'intérieur de nous-mêmes. Au contraire, c'est si je deviens consciente que cette personne avec qui je vis là, elle est impermanente. Je ne sais pas combien de temps elle va durer encore. J'ai aucune idée. Hein?
Ça veut dire, je vais vivre ma vie comment avec elle? Comment est-ce que je vais être dans tous ces moments que j'ai là, dans ces moments présents? Là, maintenant, elle est là. Comment est-ce que je vis ce moment-là où on est là ensemble? Vous vous souvenez, je disais hier que les miracles de la pleine conscience, ça fait que moi, je deviens présente, toi, tu deviens présente, et ça nourrit l'objet de notre présence. Ça nourrit. L'impermanence et la conscience de l'impermanence, ça nourrit aussi. Dire, mais comment c'est précieux! Comment c'est précieux d'être en vie! Si je sais que je vais mourir, si je l'ai dans mon esprit, que je vais mourir. Je ne sais plus quel ordre chrétien c'était, mais des moines, la salutation qu'ils se font, c'est je sais que tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Je sais que tu vas mourir. Et ça te met dans une... c'est un peu différent de bonjour, comment ça va, ça met dans une présence, une réalité qui est très forte. Et du coup aussi, ça ramène à comment est-ce que je veux vivre là maintenant. Que toutes les petites choses qui nous prennent la tête là, au quotidien, et il y en a. Toutes les petites choses, on se prend le chou avec les gens avec qui on vit, qui nous énervent un peu. Puis il y a des fois, quand tu es fatigué, ça t'énerve encore plus. Si je sais que tu vas mourir, tout d'un coup, ces choses-là, ça prend beaucoup moins de place. Beaucoup moins de place, parce qu'il y a autre chose d'essentiel qui est que tu es là et que je suis là. Et qu'on est toutes les deux en vie et que c'est quand même pas mal cool. Ce qui ne veut pas dire pas prendre soin des choses qui nous agacent et tout ça, mais de le ramener dans une présence un petit peu différente. Comme je vous disais, ma mère, elle travaille dans le soin palliatif pendant des années en tant que psychologue. Et souvent, on lui demandait, mais ça ne vous déprime pas d'être avec des gens qui meurent là, toute la journée 5 jours par semaine. Et elle disait toujours non, pas du tout. De un, parce que le moment de la mort est une transition tellement belle. C'est comme les moments de naissance. On en a peur, mais c'est des moments extraordinaires. C'est des moments de vie extraordinaires. Parce qu'il y a aussi toutes ces... Comme l'impermanence est beaucoup plus claire et beaucoup plus en face, il y a plein de choses qui tombent aussi. Il y a plein de choses qui tombent. Du coup, c'est des moments de vie extrêmement beaux. Qui peuvent être extrêmement beaux, qui peuvent être extrêmement joyeux, qui peuvent être extrêmement profonds. D'une chose. D'une autre part, ce qu'elle disait aussi, c'est que à chaque fois qu'elle sortait de l'hôpital et qu'elle traversait le parc pour rentrer à la maison, le vert, il était brillant. Le vert des arbres, il était très, très brillant. Et puis les oiseaux, elle les entendait très, très bien. Comme si la vie était beaucoup plus enhanced. Non, il y avait un sens de enhanced. Augmenté, accentué, exactement. Où tout devient beaucoup plus réel, parce que je suis là, encore une fois. Parce que je suis vraiment là. Du coup, quelque chose de très joyeux. C'est quelque chose de très joyeux de pouvoir avoir ces opportunités d'être vraiment là, d'être vraiment vivante et de vraiment pouvoir profiter et être nourrie. Et être nourrie. Thich Nhat Hanh, il avait un disciple qui était venu le voir un jour et qui avait un cancer et qui savait, les médecins lui donnaient peut-être 2 mois, 1 ou 2 mois. Et il avait beaucoup de difficultés à accepter. C'était très compliqué de pouvoir accepter, évidemment. Et Thich Nhat Hanh l'a invité à prendre le thé avec lui. Il lui a dit, mais peu importe en fait, si tu as 2 mois, si tu as 3 mois, si tu as 1 semaine, si tu as 6 ans. Ce qui importe, c'est comment est-ce que tu vas boire ton thé maintenant. Ça, c'est le langage zen.
Exactement, comme les koans. Comment est-ce que tu vas boire ton thé maintenant? Comment est-ce qu'on va manger notre déjeuner tout à l'heure? Parce que peut-être que moi qui n'ai pas de cancer, je vais partir avant quelqu'un qui a un cancer. Du coup, peu importe, puisqu'on ne sait pas, peu importe combien de temps on pense avoir, puisque c'est une illusion. Ce qui est important, c'est comment est-ce que cette remembrance, ce souvenir de l'impermanence me permet de vivre ma vie de manière profonde, maintenant. Parce que si je vis ma vie et que je suis vraiment avec le thé que je suis en train de boire, et que je peux sourire aux nuages dans mon thé. Il y a une calligraphie qu'on vous a mis là, à la table de thé, hein. Smile to the cloud in your tea. De voir que ce thé, voilà, c'est une tasse de thé, merci, hop. Ça peut être une manière de la boire, cette tasse de thé. Et puis une autre manière de la boire, ça peut être en étant complètement présente et en disant, en voyant qu'il y a vraiment un nuage, les nuages qu'on voit dans le ciel, l'eau la neige là, qui est sur les montagnes et qui descend tranquillement jusqu'à venir dans nos robinets, qu'on est en train de... Ce thé-là, c'est la neige qui était sur les sommets de nos montagnes. C'est des nuages qui ont voyagé pendant on ne sait pas où. Hein, ça, mes frères physicists nous le diront bien, mais c'est là où c'est extraordinaire, la science. Hein, parce que c'est une réalité extraordinaire dans laquelle on peut venir encore une fois, prendre refuge. Parce que si je bois ce thé et que je sais que c'était la neige sur les sommets, que je vois encore, des plantes, des feuilles de thé qui ont grandi petit à petit sur des montagnes, peut-être en Chine, de la camomille quelque part, la vie devient beaucoup plus goûteuse dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce qui se passe? J'en suis nourrie. Je me sens nourrie. Au lieu d'être prise dans mes pensées, au lieu d'être prise dans mes histoires, au lieu d'être pas libre. Là, je bois ma tasse de thé et je peux être libre de toucher en profondeur ce thé-là. Et ça fait un moment de plénitude. Et ça fait un moment de guérison. Où tout mon corps, il a aussi une opportunité de se guérir, d'être en repos et d'être en contact avec le fait que cette eau, ce thé, il va venir nourrir toutes mes cellules. Il va venir nourrir toutes mes cellules et ça va faire de l'énergie pour le reste de ma journée. Ça hydrate mes cellules aussi. C'est pas juste rien, une tasse de thé. Ça fait plein de choses. Et là, on touche au non-soi. L'impermanence et le non-soi, c'est un petit peu la même chose aussi. Peut-être l'impermanence plus à un niveau temporel et le non-soi plus à un niveau spatial, local, de lieu. Parce que si je me rends compte que dans ce thé, il y a de la neige qui vient nourrir mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps, ce que j'appelle moi là, c'est quoi? C'est de la neige. C'est des nuages aussi. C'est tous les minéraux de la terre dont les légumes se sont nourris et que je viens prendre. Et on sait qu'on a besoin des minéraux. Les listes de minéraux qu'on se fait, là, et puis sur les petites boîtes avec toutes les vitamines et les trucs comme ça. C'est bien ça, on en a besoin pour vivre. Je sais que je suis le soleil, on a besoin de vitamine D aussi, pour notre santé.
Ça veut dire que si je suis assise au soleil et je ressens la chaleur du soleil sur ma peau, et je sais que je suis faite de soleil. C'est une réalité que je suis faite de soleil. C'est une réalité qu'on est... Qu'est-ce qu'ils nous disent les physiciens? Qu'on est faite de poussière d'étoiles. Qu'on est des étoiles. Mais combien de fois on se regarde dans la glace en se disant « je suis des poussières d'étoiles ». Peut-être qu'on se regarderait un tout petit peu différemment. Regardez-vous dans la glace tout à l'heure et demain et dites-vous ça. Bonjour, poussière d'étoiles. Et voyez ce qui se passe. Juste pour observer par curiosité. Qu'est-ce qui se passe si je me dis ça et que je me regarde droit dans les yeux? Qu'est-ce qui se passe si je regarde mes enfants, si je regarde mon compagnon, ma compagne, mes parents, en leur disant ou sans leur dire, peu importe. Mais je sais que toi, tu es des poussières d'étoiles. Je sais qu'en toi, il n'y a que des éléments non toi. On dit ça dans le bouddhisme, qu'on est fait seulement d'éléments non nous. C'est tout. Et le non-soi, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien. C'est juste qu'il n'y a pas de soi. Il n'y a que des éléments non moi. Que ce soit au niveau physique, au niveau élémentaire, au niveau des molécules, au niveau des bactéries, on est fait de plein de trucs. Est-ce que je m'identifie à ma flore intestinale? Plus ou moins. Dans les casquettes qu'on se met, est-ce que flore intestinale, c'est une de nos casquettes? Je ne sais pas. Ça pourrait l'être, parce que c'est un élément de moi aussi. Dans les éléments non moi, il y a aussi mes ancêtres. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes grands-parents, il y a tous mes ancêtres. Il y en a un qui n'est pas là, moi je ne suis pas là non plus. Et puis il y en a qu'on voit plus que d'autres. Il paraît qu'en vieillissant, on se voit de plus en plus comme nos parents. Moi je sais que ça me fait ça très clairement. Plus ou moins agréable, suivant. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'on est bien fait de nos parents, de nos grands-parents et de toute une lignée d'ancêtres. Il y a une lignée d'ancêtres qui amène pas seulement des ancêtres humains, c'est aussi animaux, des espèces humaines qu'il n'y a plus aussi, jusqu'aux végétaux. Du coup, en moi, là, si je parle de moi, mais on est un monde extraordinaire. On est un monde extraordinaire. Donc on connaît seulement une infime partie. Et la concentration sur le non-soi, c'est une très belle concentration. Parce que c'est quelque chose que je peux amener dans ma vie quotidienne. Ce non-soi. Est-ce que je suis sûre que ma colère, c'est ma colère? Peut-être que je m'identifie plus à ma colère qu'à ma flore intestinale. Suivant. Peut-être que je m'identifie plus à ma maladie qu'à ma flore intestinale. Ou que les cellules dans ma narine, là. Mais est-ce que je suis sûre que ma colère, c'est ma colère? La colère, c'est aussi des choses qui nous passent. Si je suis pas... s'il n'y a pas un soi séparé de tout ce qui est autour de moi, ça veut dire que ma colère, ça fait aussi partie de ça. C'est quelque chose que j'ai, une petite graine à l'intérieur de moi, mais qui a été arrosée par mon environnement, par mon éducation, par les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, tout plein de choses. Ma peur. J'étais chez ma mère la semaine dernière et puis elle avait eu des périodes, des épisodes
crise épileptique qui lui avait fait perdre la capacité de s'exprimer. Elle était très claire dans sa tête, mais elle ne pouvait plus dire les mots comme il faut. Elle disait un mot pour un autre, elle racontait un petit peu n'importe quoi, ce qui semblait être n'importe quoi. Et petit à petit, voilà, elle s'est remise, mais très lente. Tout était très lent. Tout prend beaucoup plus de temps. Tout est beaucoup moins rapide et clair et comme ça. Tout prend plus de temps. Puis elle faisait quelque chose, je crois qu'elle faisait un truc de banque sur son ordinateur. Puis le médecin lui avait dit les écrans, attention, faites pas trop d'écran. Et puis moi, je voyais que ça faisait un petit moment, voilà, qu'elle était avec ses chiffres et que c'était pas évident. Et que je dis mais maman, tu veux pas, je peux le faire si tu veux. Tu me dis quoi faire. Non, c'est bon, il faut quand même que je le fasse, machin. Puis 2-3 minutes plus tard, maman, tu veux pas que je prenne le relais là? Non, mais c'est bon. Puis 3e fois, je lui redemande. Elle me dit, je suis lente, mais je suis pas débile. Hein. Et puis c'était drôle, puisqu'à l'intérieur de moi, j'ai pu ressentir un petit pincement. Hein. Vous savez, quand on entend quelque chose et puis ça fait comme ça à l'intérieur. Ou ça se resserre un petit peu. Hein. Et puis j'ai été avec ça. Alors je ne l'ai pas juste laissé être tout seul. Il y a la pratique de la pleine conscience qui peut venir voir ce qui se passe, qui est consciente que il y a un pincement. Pourquoi il y a un pincement? J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie d'avoir mon aide. Que, évidemment, moi je ne pense pas qu'elle est débile. Bien sûr que non. Bien sûr que non, au contraire. Mais je voudrais juste l'aider. Et puis elle me dit, peut-être 1 ou 2 minutes plus tard, elle me dit « C'est marrant, je viens d'entendre mon père quand je t'ai dit ça. » Un espèce de truc un peu stubborn, non? Un peu têtu. Ouais, têtu. Si mon père aurait pu dire exactement la même chose. Mais mot pour mot, il aurait pu dire la même chose. Et puis moi, je lui ai dit, mais moi, je me suis entendue, là. J'aurais pu dire exactement la même chose aussi. Ouais, non, mais c'est bon, je ne suis pas débile, je sais comment faire. Ah non, on a un truc un petit peu où on protège. Hein, alors que c'est drôle, puisque l'autre veut aider. Je pense que ma compagne Niki pourra témoigner que c'est quelque chose que je pourrais dire aussi. Et d'être têtue aussi comme ça. Et c'était intéressant d'être de l'autre côté. Hein, parce que je me suis dit tout d'un coup, mais moi j'aurais pu le dire, ça veut dire que c'est comme ça que l'autre personne se ressent. Hein. Et c'était très beau parce que pour moi c'était vraiment une expression du non-soi à ce moment-là. Dans une phrase, une situation qui se répète. Mon grand-père qui l'a dite, cette phrase-là, qui a fait que des gens se sont sentis plus ou moins comme ça aussi, autour de lui. Ma mère qui le dit, moi qui le dis aussi. Une seule phrase qui est passée. Et il y en a plein des trucs comme ça tout le temps. Je ne sais pas comment vous dire. Quand j'ai vu ça, il y a un truc qui a fait pouf, et qui s'est comme une bulle qui a éclaté. Donc, cette crispation à l'intérieur, cette peur à l'intérieur, de pourquoi est-ce que j'ai peur que tu penses que je sois débile là? J'ai peur de ne pas être comprise, de ne pas être aimée pour qui je suis, de ne pas être comprise dans qui je pense être. C'est quelque chose qui revient de loin, c'est pas juste moi là. Et de pouvoir le voir avec ma mère, qui l'avait vu chez son père, ça a vraiment fait éclater quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas rentrer à la maison et le dire. On le voit une fois, ce qui a fait qu'il y avait une vue un petit peu plus juste de la situation. Ça a donné une vue plus juste de l'inter-être et du non-soi. Et qui fait que, une fois que ma vue est plus juste, mes pensées, mes paroles et mes actions vont pouvoir changer. Mes pensées, mes paroles et mes actions vont pouvoir changer. Si je vois quelque chose à l'intérieur de moi.
je vois que j'ai cette peur-là, qu'on me prenne pour quelqu'un qui est débile, par exemple. Une peur qui est là, ou d'être pas comprise, ou de ne pas être aimée, ou de ne pas être valued, non? On a peur de ne pas être, c'est quoi valued? Valorisé. C'est des peurs qui sont là, et on veut se protéger de nos peurs. Mais si moi, je vis ma vie de la base de ces peurs-là, si the ground of my actions, si la base de mes actions, quand je dis action, c'est pensée, parole et action physique, c'est la peur. C'est le truc de vouloir protéger, de vouloir sécuriser, non? De vouloir sécuriser ce soi. Je pense que je suis juste mon petit soi séparé là. Ça peut éventuellement créer énormément de souffrance autour de moi. D'abord pour moi, hein, parce que je suis toujours un petit peu crispée et c'est pas très agréable de vivre comme ça. C'est pas très détendant. Mais on vit beaucoup comme ça. C'est pour ça de revenir au corps et de détendre le corps, c'est très important. Parce que ça détend tout. Une fois qu'on détend le corps, ça détend l'esprit, ça détend tout aussi. Si je pratique ces concentrations sur l'impermanence, sur le non-soi, et que je peux avoir une vue que, ah ouais, cette peur-là, elle descend. Et c'est plus loin que mon grand-père, hein, c'est beaucoup plus loin. Ça veut dire que je peux avoir une conversation par rapport à ça avec ma mère. Là, c'était des paroles qu'on a mises sur une situation qui a fait qu'on n'est pas resté, parce que sinon, moi, j'aurais pu rester dans mon truc d'être comme ça, et puis ça crée des incompréhensions plus tard, après aussi. Hein. Une toute petite chose peut créer un énorme truc juste parce qu'on n'a pas réussi à en prendre soin. Hein. De cette toute petite peur-là, à un moment, c'était vraiment pas grand-chose. Et puis tout le week-end était foutu, juste à cause d'un petit truc. Là. Hein, ça arrive, ça arrive. Du coup, de pouvoir amener une présence aux choses, hein, reconnaître les choses et voir comment là, la situation a changé. Ça veut dire que l'après-midi avec ma mère, il n'y a pas eu de weirdness, il n'y a pas eu de choses qui n'étaient pas dites, il n'y a pas eu des choses qui, moi, j'ai gardées, et puis je ne te le dis pas, mais je te fais quand même sentir que ce n'était pas cool. Hein, ou alors j'explose, comment tu me parles, est-ce que tu penses vraiment que je suis débile? Non, il n'y a pas eu tout ça. Il y a eu un prendre soin. On parlait de transformation, le 7e miracle de la pleine conscience, qui était de transformer. Ça veut dire que des situations ont été transformées. Ce qui veut dire que ma relation avec ma compagne, avec Nikki, elle est transformée aussi, à cause d'un petit moment qui a été vécu avec ma mère, là aussi. Hein? T'es contente? Tu pourras me le rappeler au cas où. Je disais tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai eu une fois une vue juste qui a pu transformer ses pensées, paroles et ses actions-là que l'action ne va pas revenir. C'est là où la pratique est importante. Parce que ces énergies d'habitude-là, elles sont fortes. Hein. Le truc d'avoir peur de ne pas être valorisée, de ne pas être comprise, de ne pas être aimée, que tu ne me parles pas bien, de toutes ces choses-là. Je veux dire, il suffit de regarder le monde et puis c'est voilà, en plein visage, tout le temps, ces trucs de sécurité. C'est pour la sécurité nationale. Hein. C'est que par rapport à ça, tout le temps, on veut protéger quelque chose qui est le nous, le nôtre, notre patrie, notre religion, notre machin, notre truc. C'est que là-dessus. C'est que là-dessus. Mon argent. Hein? Du coup, toutes les petites choses, on peut détendre ça. Mais c'est une pratique quotidienne. Le fait que ce soit si fort, ça veut dire que moi, comme je vous le dis, ça va revenir en moi. Et la pratique va être la même, la pratique va être à nouveau de reconnaître. Ah bah c'est là. Ah bah ouais, c'est là encore. Ah bah là je ne l'ai pas dit. Là aujourd'hui je ne l'ai pas dit. J'ai peut-être pu reconnaître avant de dire mais non c'est bon, je ne suis pas débile, je peux le faire. Hein. Peut-être pendant 42 ans je l'ai dit. Peut-être que je vais encore le dire 3-4 ans. Et puis peut-être qu'un jour, je ne vais plus le dire, parce que ma pleine conscience est venue le reconnaître juste avant que le mot sorte.
Dire, ah non, là, j'ai pas besoin de le dire, en fait. Parce que j'ai pas cette peur. Et puis, c'est de voir aussi que l'autre, elle vient d'un sentiment de vouloir aider, de vouloir soulager. Hein? Elle attaque pas. Pourquoi je me sens attaquée? Hein? Elle attaque pas. Quand je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres. Quand je prends soin de ce qui se passe à l'intérieur, je peux prendre soin des relations qui sont autour de moi. C'est dans des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Des petites pensées. D'où est-ce qu'elles viennent mes pensées? Est-ce qu'elles viennent de la peur? Ou est-ce qu'elles viennent cette vue-là de cette compréhension de l'impermanence, cette compréhension du non-soi, cette compréhension que mon bonheur, c'est aussi ton bonheur et que ma souffrance, c'est aussi ta souffrance. Quand on parle d'impermanence, de non-soi, de tout ça, il ne faut pas que ce soit des notions. Les notions, ce n'est pas intéressant. Les notions, ça va être encore des choses sur lesquelles on va éventuellement se crêper le chignon, si chignon nous avons, ou les notions, on fait des guerres sur des notions. Les enseignements bouddhistes, ce n'est pas pour décrire la réalité. Ce n'est pas des notions pour décrire les choses. Et puis je vais te dire que moi, mes notions à moi, elles sont plus correctes que tes notions à toi. Parce que je l'ai appris avec les dents qui savent. Non, ce n'est pas ça. Toutes ces choses-là, l'impermanence, le non-soi, l'inter-être, c'est des instruments pour se libérer. C'est des choses à pratiquer, à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Quand on mange, quand on se regarde dans la glace et qu'on voit des poussières d'étoiles, quand on rencontre quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un, quand on marche dehors, là tout à l'heure. Est-ce que je marche et je me rends compte que là, l'oxygène que je prends, c'est les arbres. Je me nourris d'arbres. Demain, je suis poussière d'étoiles et je suis arbre, dans la glace. Pareil. Est-ce que je me vois dans les arbres? Est-ce que tout le CO2 que j'expire, les arbres, ils le prennent. Ma respiration devient la respiration des arbres. Du coup, viennent nourrir les arbres. Est-ce que je peux marcher dans la forêt et me voir dans la forêt? C'est vraiment des pratiques et pas des jolies idées. Peut-être on peut écouter un son de la cloche, Florent. Et ici, on a un puits canadien. Si vous venez mettre vos mains, là tout à l'heure, il y a les fentes là. C'est les profondeurs de la terre qui viennent et qui donnent la chaleur. C'est comme ça que c'est chauffé ici. Toute la chaleur qui a été emmagasinée. Du coup, quand on respire l'air ici, on respire les profondeurs de la terre. J'inspire et j'inspire les profondeurs de la terre. Tout l'humus, là, toute cette force de l'intérieur de la terre, c'est ça qu'on respire. C'est ça qui rentre. J'expire et je souris à ces moments.
La 5e remémoration, je vous ai dit, pour l'impermanence, les 5, c'était « je suis de nature à vieillir, je ne peux pas échapper à la vieillesse, je suis de nature à être malade, je ne peux pas échapper à la maladie, je suis de nature à mourir, je ne peux pas échapper à la mort. » Toutes les choses et toutes les personnes qui me sont chères aujourd'hui sont de nature à changer. Je ne peux pas éviter, échapper d'en être séparée. Et le 5e, c'est « je suis l'héritier, je suis l'héritière de mes actions ». Quand on parle d'action, c'est le mot karma. On entend beaucoup ce mot karma. Karma, ça veut dire action, simplement. Et quand on parle d'action, c'est l'action de la pensée, de la parole et du corps. Une action physique. Ça veut dire ça, le karma. Je suis l'héritière de mon karma, ça veut dire c'est moi qui hérite de ce que je pense, de ce que je dis et de ce que je fais. Et ça va nulle part. Une fois que c'est pensé, que c'est dit et que c'est fait, ça reste. Quelqu'un qui nous a dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Eh bien, les pensées, les paroles et les actions, ça ne se perd pas non plus. Ça peut se transformer. Une nouvelle pensée peut rattraper l'autre et puis la transformer. Une parole peut aussi rattraper et puis transformer et guérir. Ça, oui. C'est pas... Ça, on peut tout à fait. Des actions peuvent aussi transformer et guérir. La 5e remémoration, c'est ça. C'est « je suis l'héritière du fruit de mes actions, de pensée, de paroles et d'actions physiques. Et ce fruit de mes actions est ma véritable continuation. » On parle d'impermanence, et puis oui, il y a notre corps qui va mourir. Ça, c'est la dimension historique. Le corps va mourir. Et puis dans la dimension ultime, le Bouddha, il nous dit aussi qu'il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de mort. Qu'en fait, on ne meurt pas. Il y a quelque chose qui continue. Et ce qui continue, ce n'est pas un soi qui va se mettre dans un autre corps plus tard. Si on pense à la réincarnation et quand on pense à la réincarnation et tout ça, il faut penser en termes de non-soi et d'impermanence, parce que sinon ça ne joue pas avec les enseignements bouddhistes. Il n'y a pas de soi qui se transfère à un autre soi. Ce qui continue, c'est mes actions de pensée, de parole et d'action. Et ça, c'est ma continuation. Et on peut voir que moi, je peux voir que je suis la continuation de mon grand-père, de ma mère. Et quel genre de continuation j'ai envie d'être après ? Ces paroles-là, est-ce que j'ai envie d'elles... Ah ben on peut la switcher. Puisque j'en ai été consciente, je peux changer. Et puis ça n'a pas besoin de continuer à amener de la souffrance plus tard. Tout ce que je dis, tout ce que je pense et tout ce que je fais, on sait que ça a un effet sur le monde, comme une bougie. La bougie qui amène la chaleur, qui émane de la chaleur, de la lumière, et que ça a un effet, ça, sur le monde. Et que ça reste. Et on n'a aucune idée, en fait, de qu'est-ce que ça va faire, exactement. D'un sourire à quelqu'un, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire, un sourire à quelqu'un. Ça peut changer le moment de vie de cette personne-là, un sourire. C'est juste une toute petite action. Une parole qu'on dit à quelqu'un, ça peut changer complètement, d'un côté ou dans l'autre. Ça peut alléger la souffrance, ça peut amener du bien-être, ou ça peut apporter plus de souffrance. Et quand on dit pensée et parole juste, quand on dit juste, c'est qui amène plus de bien-être, qui amène plus de bonheur, qui amène plus d'harmonie, qui amène plus de compréhension, qui amène plus d'amour, et puis qui arrive à soulager la souffrance. Pas à rajouter de la souffrance. Comment est-ce que je pense tous les jours ? La pleine conscience des pensées. C'est très intéressant, la pleine conscience des pensées.
Si vous pensez que vous pensez trop, une méditation, ça peut être simplement d'écrire toutes les pensées. Tous les trucs qui me passent par la tête, là, je les écris. Puis on peut voir qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup quand même. Certaines pensées, on les a plusieurs fois par jour. Hein. Certaines pensées, ça fait 40 ans qu'elles n'ont pas changé. Il y en a d'autres qui changent. Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ce que je dis amène plus de compréhension dans la situation? Et sinon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? J'ai l'impression qu'il faut le dire, sinon je me fais marcher sur les pieds. Il faut que je lui montre quand même. Je ne me fais pas marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, c'est tout rose et tout bisounours. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de quelle intention et de quelle vue est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de la peur? Ou est-ce que ça vient d'une compréhension profonde des choses? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient d'une idée étriquée de moi-même? Ou est-ce que ça vient de la compréhension du non-soi, de l'inter-être? D'où est-ce que ça vient? Thich Nhat Hanh, je crois que pour certaines personnes, je vous avais déjà raconté cette histoire. Il y avait un soldat un jour qui avait posé la question à Thich Nhat Hanh, mais si moi je suis dans un bus et je sais qu'il y a un terroriste dans le bus qui est prêt à se faire exploser, je le sais. Et je sais que j'ai la capacité de pouvoir arrêter ça. Hein. J'ai un pistolet, je peux lui tirer dessus et puis ça va. Et du coup, je peux arrêter et éviter qu'il y ait 20 personnes qui meurent. L'action juste, c'est quoi là? L'action juste, c'est ce qui soulage le plus la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de souffrance parfois. Mais ce qui soulage le plus la souffrance. Et que peut-être, si je suis un soldat qui a été bien entraîné, au lieu de tuer la personne, je peux peut-être juste le blesser. Et faire pour que les autres personnes soient sauvées. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Thich Nhat Hanh lui demandait de pouvoir tirer sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un sans colère et avec compassion? Avec compassion. Et que ça évite beaucoup de souffrance. Du coup, tout ça, là, c'est pas, encore une fois, hein, notre esprit, quand on entend juste, ça va beaucoup vers right and wrong, et juste et faux. Il n'y a pas une chose qui est juste. Est-ce que l'avortement, c'est juste? Il n'y a pas une réponse qui est vraie. C'est dans une situation avec 10 milliards d'autres choses autour, avec plein de gens qui sont autour, hein, qu'on regarde tout ça. Et on dit, ok, bah là, dans cette situation-là, qu'est-ce que c'est qui soulage le plus la souffrance? Qu'est-ce que c'est qui soulage le plus la souffrance? Qu'est-ce que c'est qui amène le plus de bonheur, de bien-être, de compréhension à la situation? Ce qui ne veut pas dire que ça va être parfait. Hein? Ça ne va pas être parfait. Pas forcément du tout. Et ça, je trouve pour moi que c'est très... En même temps, c'est très libérant de voir que, comme je disais par rapport au Sutra Kalama, hein, qu'il n'y a pas une chose et puis on demande de suivre ça. En même temps, c'est très libérant parce que ça veut dire qu'on a la liberté
dans chaque situation. Et puis en même temps, ça fait un petit peu... ça donne la responsabilité. C'est moi qui suis responsable de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. J'en suis responsable. C'est une responsabilité dans chaque moment, de comment est-ce que je veux vivre, comment est-ce que je veux penser, comment est-ce que je veux parler, comment est-ce que je veux agir. Parce que l'esprit humain, il aime bien ça, de pouvoir... Il y a un côté où on est un petit peu anarchique et puis ne me dis pas ce que je dois penser. Hein, je veux avoir la liberté de penser et de faire comme bon me semble. Et puis il y a un autre côté où c'est vachement pratique quand même quand tu me dis c'est ça et puis c'est ça. Hein. Non, mais c'est le Bouddha, il a dit, du coup, du coup c'est juste. Hein. C'est très relaxant, c'est très... Tu dis, au moins... hein. Il y a quelque chose de très non dogmatique qui peut être difficile. Où ça remet le dire, non, c'est observer la vie en moi et autour de moi dans chaque moment. Et ce qui est juste maintenant sera peut-être plus juste demain. C'est parce que quand on dit quelque chose, c'est pour soulager la souffrance, pour libérer les personnes. C'est pour ça le Bouddha, il y avait des fois, il répondait à la même question par des réponses complètement opposées. Quelqu'un qui était venu lui demander Maître, mais est-ce que les chiens, ils ont la nature de Bouddha ou pas? Ah oui, oui, bien sûr. Une autre personne, plus tard, mais les chiens, est-ce qu'ils ont la nature de Bouddha? Ah non, non. Puis il y a des gens qui disent, mais faut te mettre d'accord avec toi-même, parce que là, tu nous dis deux choses complètement différentes par rapport à la même question. Ça confuse les gens, et c'est normal. Hein, on se dit, mais c'est oui ou c'est non? Ça, c'est aussi le langage zen. Hein, parce que le Bouddha, il n'était pas intéressé à savoir si c'était juste, si c'était pas juste. Il était intéressé de savoir si sa réponse ça allait aider la personne à se libérer. Si je dis oui et que tu restes bloqué dans ta pensée qu'il y a un soi, tu n'es pas libre. Et ça, c'est très libérateur. Mais ça demande aussi beaucoup d'attention et de présence. Et de ne pas avoir peur. On a peur de faire faux souvent. De ne pas avoir peur de la souffrance tranquillement. D'avoir de moins en moins peur de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est aussi des choses qui nous aident à mieux comprendre. Hein, si on peut être avec notre souffrance, ça peut être des éléments de transformation de notre vie très très forts. On a tous et toutes eu cette expérience-là. Que grâce à des choses qui étaient compliquées, que ça nous a embêtés, que ça nous a fait souffrir, il y a d'autres choses qui sont venues, qui étaient extraordinaires et dont on avait vraiment besoin, des compréhensions sur autre chose. On dit, quand on dit « je comprends », on dit « ah oui, je vois ». Ça nous a élargi des choses à l'intérieur. Les moyens d'existence juste et la diligence effort juste. Alors, ce sera ou bien un tout petit peu pour demain, on verra, avant les questions-réponses, ou alors pour la prochaine retraite de Be Still and Know. Non, en juin. On a fait un truc de 3 retraites sur Be Still and See, Be Still and Know. Le micro a dit qu'arrête de parler, c'est fini, il n'y a plus de temps déjà. Et Be Still and Heal, guéri. Sois tranquille et guéri. Pour laquelle on aura un ancien frère du village des Pruniers aussi, suédois, qui a traversé des longues périodes de cancer et qui viendra enseigner en novembre prochain. Du coup, un grand merci pour votre écoute de ce matin et une proposition d'aller vers la marche. On va avoir une dizaine de minutes comme ça avant la marche. On se retrouvera juste devant là sur l'herbe.
Et de laisser cette marche être un moment de présence à tout ce qui est là. Et de voir si est-ce que je peux nourrir ma compréhension du non-soi, hein, de l'impermanence, que c'est un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. D'être nourri de la forêt, d'être nourri des arbres, de ce printemps, et de pouvoir laisser mon corps se détendre. De pouvoir laisser mon corps se détendre et se reposer. Je vous propose d'écouter 3 sons de la cloche pour terminer. On peut prendre un temps pour déplier les jambes, se prendre soin un tout petit peu du corps avant de se lever ensemble.